Amazon. Bon, je te laisse te présenter. Oui, oui. Alors bon, bonsoir à tous. Donc je suis du côté. J'ai fait toute ma carrière dans le commerce jusqu'à le cadre commercial. Et en 2008, subitement, je m'intéresse à ce sujet-là. Donc je suis un petit nouveau en fin de compte sur l'ufologie. Et je m'y intéresse d'une manière suivante. Je vais créer les repas ufologiques clermontois, puis je vais rentrer faire partie de la première équipe des IPN au G. Alors, le constat qu'on peut faire quand on arrive un peu tardivement sur le sujet, c'est ce qui va me mettre sur cette recherche, c'est que pour moi, très clairement, on est sur une réalité extraterrestre, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, ça ne faisait aucun doute au début de l'ufologie. Tout le monde travaillait sur cette hypothèse-là. Et moi, je trouve que les preuves sont bien établies. Alors après, qu'elles soient discutées, qu'elles soient contestées, c'est un autre sujet. Qui sont ces sceptiques? Le scepticisme, je m'en aperçois tout de suite, est basé sur une croyance. En fait, les sceptiques sont des croyants. Ils se cachent derrière un scepticisme scientifique qui n'est qu'une croyance, qui repose sur deux choses. On serait seul dans l'univers, mais ça c'est une croyance, on n'en sait strictement rien. Et deuxième volet de cette croyance, on serait tous au même niveau de technologie, ce qui est totale absurdité. Donc rien, tout le dossier est bien fourni. Et l'ufologie a eu beaucoup de problèmes avec ses sceptiques, elle a perdu beaucoup de temps, elle s'est battue pour essayer de démontrer, mais quand on essaie d'utiliser des données, des vraies données, et de discuter avec des croyants, on n'y arrive pas. C'est ce débat auquel j'ai participé une fois dans ma vie, c'était une conférence, on avait demandé OVNI, mythe ou réalité. Bon. Je me suis vite aperçu que c'est peine perdue. Ne comprendront que ceux qui veulent comprendre, écouteront ceux qui veulent écouter, etc. Je veux dire que, alors, pourquoi ce débat a gêné? Parce qu'il a empêché qu'on travaille vraiment sur le sujet. Donc moi, je vais prendre tout à fait emprunter un autre chemin, et en disant, les données, eh bien, elles sont utilisables. Et le premier sujet, alors je vais donc vous donner le sommaire de la conférence. Je vais vous parler... Je vais vous parler du sujet au crop circle OVNI. Alors pourquoi ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Eh bien, c'est la première fois que je vais utiliser des données qui vont apporter quelques informations. De ce sujet crop circle OVNI, c'est-à-dire la comparaison, je vais faire un truc tout bête, c'est de comparer les traces laissées dans les atterrissages d'OVNI aux traces retrouvées dans les crop circles. Et ça va donner un peu, on va avoir peut-être une petite info. Et de ce sujet-là va déboucher la piste du fer. Alors c'est quoi la piste du fer? J'en suis le découvreur. C'est le constat du lien très établi, vous allez voir, au fur et à mesure, entre le fer terrestre et l'apparition d'OVNI par vague, des captations, il y a des cas individuels. Alors je l'ai appelé la piste du fer, j'aurais pu l'appeler à la recherche du fer, la poursuite du fer, ou même, peut-être, vous allez voir, dans un des cas, qui est celui de la forge d'Alesheim, la bataille du fer, parce qu'on a par moment un côté un peu tendu. Donc je vais vous parler du premier cas qui m'a mis sur cette voie, c'était de l'Empire, Ohio, qui va déboucher sur la vague belge, sur la vague de l'Hudson River, et on va voir tout de suite que les deux vagues, celle de la vague belge et la vague Hudson, en fait, sont liées par, évidemment, le même objet, qui est le fer. Vous allez le voir apparaître petit à petit. On va ensuite prendre un cas, pour faire un petit peu un tour du monde, un cas intéressant qui est celui de Bonnybridge, qui est un cas écossais, qui est une région écossaise. Ensuite, parler de ce cas de la Carrier, qui est un cas de méprise, en fait. Forêt d'Alesheim, le cas Marius de Ville, on va en parler un petit peu. Est-ce qu'il y a des anciennes traces de récupération? Alors c'est très curieux, parce que là, je vais parler de Nazca, très curieusement, on en parlait tout à l'heure, mais là, vous allez voir apparaître Nazca sur cette thématique du fer, parce que les traces de Nazca, en fait, c'est de l'oxyde de fer qui a disparu. Donc on va voir un petit peu les pièces au dossier. Est-ce qu'il y a des récupérations actuelles? Et, conclusion hypothèse, savoir quelles pourraient être les explications de cette captation de fer terrestre, en quoi c'est intéressant.
Alors, donc, le premier cas, la première chose que je vais faire sur ce sujet-là, c'est d'utiliser les données sur les crop circles. Et je vais utiliser des données qui ont été collectées par les Américains du BNT Research Team, qui sont 3 Américains, qui ont analysé. Alors, ce qui va me sauter aux yeux, hein, c'est dans tout le débat sur le sujet, c'est que ce que j'entends tout le temps, et ce que vous avez certainement tous entendu, c'est dire que les données n'étaient pas exploitables, qu'il était trop tôt pour commencer à les utiliser, etc. Donc ça, moi, je dis non, je vais utiliser les données. Donc ces données, elles existent. Les Américains ont analysé plusieurs centaines de crop circles, ils ont fait des analyses de sols et de végétaux dans les crop circles. Et je vais réutiliser les analyses du GEPAN des cas des années 80. On va retrouver Transon-de-Provence, l'Amarante et une note technique numéro 8 qui est un cas qui est intéressant parce qu'il va donner des indications sur la manière dont se couchent les plants. Alors quand on compare les deux données, alors ça c'est pour les Américains c'est dans les années 2000 et ça c'est les années 80, donc aucun rapport entre les deux. Quand on compare ce qu'on retrouve des deux côtés, on retrouve, alors j'ai fait un petit laboratoire, ces images sont issues d'une petite vidéo que j'avais mise sur YouTube. Alors on retrouve les deux côtés un effet micron, on retrouve effectivement des deux côtés une déshydratation des plants, des végétaux. La température, elle est estimée, les Américains vont dire 500 degrés et les Français, donc si les analyses de Pugnas, va dire inférieur à 600. Donc on voit déjà que c'est une espèce de corrélation. On va trouver, et c'est là où le fer va un petit peu m'intriguer, des traces de fer. On va notamment trouver une trace de fer dans le cas de Transon-de-Provence. On ne va pas trop savoir d'où elle provient, et aussi du fer dans les crop circles, et aussi une modification génétique des plants, aussi bien dans les crop circles que dans les chaotiques. Alors, j'ai tiré du cas de l'Amarante, je ne sais pas si vous connaissez tous ce fameux cas, qui est un cas extraordinaire, une information extrêmement importante sur notamment la propulsion des engins. Alors, dans le cas de l'Amarante, je vous rappelle, c'est cet engin qui ressemble à ça, hein, qui va arriver dans un petit jardinet de 12 mètres carrés. Le témoin, c'est un biologiste. Il va noter une chose essentielle, donc l'engin arrive en oblique dans le jardinet, et au moment du décollage, il va noter que les herbes vont se redresser en frisotant. Alors ça veut dire quoi? Ça, c'est un ami qui m'a mis le doigt dessus, il m'a dit, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de poussée. Parce que si nous, on déplace des engins, nous, en envoyant des poussées de matière. Là, il n'y a pas de poussée. On n'est pas du tout dans nos technologies. Là, on voit bien qu'il y a un fossé. Alors, est-ce que c'est de l'anti-G? Est-ce que c'est... je ne sais pas. À mon avis, c'est un mouvement sans inertie. Alors, imaginons qu'au lieu de faire ça, l'engin se dirige horizontalement sur les herbes. Vous voyez, il va se passer ça. Les herbes vont se coucher. Très logiquement, si on prend ce que veut dire ce qui est noté, voilà ce qui va se passer. Et alors vous allez me dire, oui, c'est pas mal, donc il y a une correspondance des traces, puis on peut imaginer ce cheminement-là. C'est de cette manière-là que c'est réalisé comme ça. L'engin passerait et coucherait les plants juste par son passage, en laissant des traces identiques. Eh bien, il y a une preuve de ce que j'avance, c'est la note technique numéro 8, qui explique comment un engin, alors la note technique numéro 8, c'est aussi un cas du GEPAN, qui explique l'atterrissage d'un engin dans les arbres. Et on voit que l'engin s'est couché comme ça, enfin il a atterri comme ça, voilà. Et la trace, ça forme une espèce de cône, et les herbes se sont bien couchées dans le bon sens, dans le sens de déplacement de l'engin. Et il y a une chose importante, c'est qu'au moment où l'engin va redécoller, il va laisser en dessous de lui une spirale d'herbe. Spirale qu'on retrouve exactement au centre des crop circles. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, ils savent que c'est une des caractéristiques des figures. Au milieu, il y a une spirale. Et on a pour preuve le dessin que vont faire les gendarmes de la spirale. Ça, c'est le dessin des gendarmes du cas de la note technique numéro 8. On voit bien ici la spirale. Alors, ce qu'il y a. Et donc, j'en déduis, voilà, comment seraient les crop circles.
c'est-à-dire que la sphère ou la boule, je ne sais pas ce qui se passe, arrive dans l'herbe, elle tourne, elle repart comme ça, au milieu il y a une formation de spirale, et ainsi de suite. Voilà. Alors tout ça pour arriver à la piste du fer. Alors vous allez me dire quel rapport? Eh bien, c'est-à-dire que on retrouve dans les crop circles des traces de fer fondu. On retrouve dans le cas de Trans-Provence une trace de fer. Et est-ce que ça est lié à une recherche de fer, une captation de fer? Alors il y a quelque chose d'intéressant sur le lien qu'il y a entre les deux, c'est que le cas de l'amarante, donc c'est cette espèce d'objet qui se pose en sustentation autour des amarantes. Qu'est-ce que l'amarante? En fait, l'amarante, c'est une céréale. Enfin, c'est une céréale, c'est une ancienne céréale maya. C'est très curieux. Très étrangement, et parce que les crop circles aussi ont toujours lieu dans les céréales. Et qu'est-ce que la céréale? C'est la plante la plus riche en fer, et de très haut par rapport aux épinards, etc. C'est une des caractéristiques des céréales. Alors, vous allez me dire, et c'est à partir de ce moment-là que je vais me poser une question un peu stupide, que je reconnais, même quand j'y pense aujourd'hui, je me dis pourquoi cette question? Ça a été de se demander, et s'ils perdaient du fer? Et si les engins venus d'ailleurs avaient ce problème-là, de perte de fer? Alors, je sais que la question est un peu idiote, liée, c'est juste la petite trace de Trans-Provence, en disant peut-être que l'effet électromagnétique du système, parce qu'on sait qu'il y a un petit peu de ça, engendrerait, à cause de notre champ magnétique terrestre, etc., une perte de fer. Et en me posant la question, je me dis, et si perdait du fer, où est-ce qu'il le récupérerait? Et je me souviens très bien avoir cherché dans le système solaire, en me disant, bon, ils vont peut-être chercher sur Mars, etc. Puis à un moment, je me suis dit, et pourquoi pas sur notre planète? Alors vous allez me dire, c'est un tout petit début de quelque chose, parce qu'on va voir que ça va donner naissance à quelque chose de beaucoup plus important. Et le premier cas qui va me venir à l'esprit, on ne le voit pas très bien ici, c'est un cas de 2008. Alors c'est un cas qui se passe dans l'Ohio. J'avais été intrigué par ce cas parce que c'est un triangle. Alors là, tout de suite, on va, pour ceux qui connaissez tous les dossiers, ça c'est un triangle, d'accord. Il se passe dans l'Ohio, c'est la ville Ampere, en 2008, ça se passe près d'une autoroute. Alors le cas, il est facile, on le trouve facilement encore sur Internet. Il se passe donc près d'une autoroute, vous avez de nombreux témoins, dont un chauffeur poids lourd, qui s'arrête, qui regarde et il voit quoi? Il voit un triangle en sustentation près de l'autoroute, au-dessus d'une colline boisée, avec une masse qui remonte de la colline, qui est captée. Alors eux, ils vont expliquer, ils vont dire que ça ressemblait à un cocon biologique. C'est-à-dire que cette espèce de masse un petit peu blanche, vibrante, quoi. C'est un peu compliqué à expliquer. Et là, je me dis, eh ben, c'est peut-être une masse de fer qui est en train de remonter. Moi, dans ma recherche, en me disant, peut-être qu'on en est là. Alors, ce que je vais faire, je vais aller voir où se trouve cette ville Ampere, Ohio. Et là, on va se rendre compte qu'on va se retrouver sur une région importante sur tout le sujet. On va retrouver d'autres endroits. On est, voilà, ici, c'est là, l'Empire, elle est à côté de Cleveland, au lieu de la sidérurgie américaine, Détroit, au lieu de la construction automobile américaine. C'est une région importante, la Pennsylvanie, de l'exploitation de fer, des premiers. D'ailleurs, il y a des récits sur toute cette région-là, où les premiers colons européens arrivent sur place et rencontrent les Amérindiens. Hein, et les premiers colons arrivent, eux, ils cherchent quoi? Ils cherchent l'or et l'argent. Hein. Ils vont faire comme dans l'Amérique du Sud, comme les Espagnols portugais. Or, les Amérindiens vont leur dire non, ici il n'y a pas ça, ici il y a la pierre noire, le fer, la magnétite précisément. D'accord? Donc c'est un cas probable. Attention, c'est parce que là, moi quand je comprends que la région est intéressante et qu'il est possible d'y vivre. Là, à ce moment-là, pour moi, rien n'est fait. C'est pas du tout une certitude, c'est
un début de piste, mais en aucune manière ça n'aurait été suffisant pour établir quoi que ce soit. Seulement, il va se trouver quelque chose, et ça vous l'avez reconnu avec moi ici. Ça, c'est un triangle qui va en appeler un autre, et qui en fait penser à d'autres, et à d'autres qui ont assailli une région dans les années 90. Ça, c'est un triangle de la vague belge qui est là. Alors, je vais me poser la question, et si la vague belge, question, et si la vague belge était liée à cette problématique du fer? D'accord? Donc je vais me lancer avec les moteurs de recherche, comme je fais, et je vais lancer les questions, moteurs de recherche, fer et Belgique, minerai de fer et Belgique, tout ce que vous voulez, ben ça donne rien du tout. Ah, ça a été le premier constat. Pourquoi? Eh bien, il va arriver quelque chose d'important sur cette fameuse vague belge. Et vous connaissez aussi les dossiers. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que plus que la Belgique, dans tous les reportages, on parlait français. Rappelez-vous, regardez tous les reportages sur la vague belge, on n'entend parler que français, on n'entend pas flamand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la vague belge, c'est la vague wallonne. Et quand on lance Wallonie et fer, voilà ce qu'on trouve. Une étude qui a été qui est sortie en 2008. Alors c'est ça où c'était important d'arriver un peu sur le tard, parce que les enquêteurs de la vague belge n'ont pas pu savoir qu'il y aurait peut-être un lien avec cette histoire de fer. Ça, c'est une étude qui sort en 2008. Qui dit quoi? Qui a été écrite qui a été demandée par la région wallonne sur l'historique de l'exploitation du fer en Wallonie, parce qu'il y a des tas de problèmes, vous savez, de construction, d'affaissement, etc. Donc elle a chargé un géologue et une équipe de géologues d'établir le passé de l'exploitation du fer en Wallonie. Et qu'est-ce qu'il découvre, Julien Denaillet? Eh bien, il va écrire son étude en disant l'aventure, ça c'est quand même extraordinaire, de la plus grande richesse de la Wallonie. C'est pas rien, je veux dire. Et qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette étude? Eh bien que la Wallonie a été le plus grand centre d'exploitation du fer depuis l'Antiquité. C'est un sujet majeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire? C'est un petit extrait de l'étude. Elle dit quoi? La société est marquée par l'essor de l'industrie du fer et certains n'hésitent pas à faire de la Wallonie et plus particulièrement de l'entre-Sambre-et-Meuse. Alors ça, c'est une expression qu'on entend souvent aussi dans la vague belge. L'entre-Sambre-et-Meuse. Le centre industriel de l'Europe, voire du monde. Voire du monde, c'est pas rien. On apprend des milliers de gisements. Alors, pour quelles raisons? Ça, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Pour quelles raisons on serait sur... Alors, la Wallonie est un ancien site d'extraction de fer, d'accord? Le cas Empire Ohio, le premier, est aussi un ancien site d'extraction de fer. Comme ça, on va s'apercevoir que ce sont les anciens sites qui sont concernés, à chaque fois. C'est pratiquement une constante. Alors, pourquoi les anciens sites? Au début, je me suis dit, anciens sites, parce que peut-être que dans les débuts de l'exploitation du fer par l'humanité, les hommes ont gratté le sol, ont cherché le fer qui affleurait, et donc d'où la présence sur les anciens sites, parce que comme le fer affleure, il peut être capté. Hein, à basse altitude, par un procédé, alors, on pourra en reparler, mais un genre de procédé électromagnétique qui fait remonter le fer. Mais je me suis trompé, parce que je me suis aperçu qu'il était lié aussi aux techniques sidérurgiques. C'est-à-dire qu'on utilisait le bas fourneau. Il y a deux grands cycles, le bas fourneau et le haut fourneau. Depuis l'Antiquité, on utilise le bas fourneau, c'est-à-dire qu'on construit des petits fours dans la terre, on fait les couches, alors il faut du bois aussi, c'est pour ça qu'on va se trouver à chaque fois, quand vous allez entendre parler de cas OVNI, on parle d'OVNI à très basse altitude dans des forêts, c'est ce qui va se passer maintenant, on va comprendre que les forêts aussi étaient liées, parce qu'il fallait du bois ou du charbon de bois pour traiter le fer. Mais quand on traite le fer avec les bas fourneaux, on extrait une loupe, un petit bout de fer en fait, et on a beaucoup de déchets qu'on entasse, et on en fait des collines. Et aux endroits où on extrait le fer, où l'homme a été chercher le fer dans des galeries, parce qu'il a commencé à le faire tout de suite, même à l'époque romaine, on creusait déjà des galeries, eh bien on traite le fer, on rejette ces déchets, donc on appelle ça des laitiers, des ferriers, on en fait des collines entières. Et les collines entières, elles sont riches de 50 à 60% de fer pur.
Dans les endroits où on traitait le fer, on a mis à la surface des quantités immenses de fer. C'est pour ça que c'est ces régions-là qui sont concernées. Alors, je vais faire quoi? Je vais comparer la carte des gisements de fer établis par Genelier, le 19 janvier, où il va expliquer que c'est la région la plus importante de l'Europe occidentale. On trouve le fer wallon jusqu'en Méditerranée. Et la carte de la SOVEPS, et ça c'est la carte des événements OVNI établis par la SOVEPS. Donc on voit bien la corrélation, regardez, vous voyez, plus on a un petit peu la même forme que les gisements de fer. Hein. Alors, il se trouve une chose, c'est que, encore une fois, les débats OVNI, mythe ou réalité, est-ce que ça existe ou pas, ont gâché un petit peu l'étude du sujet. Je dirais qu'il faut arrêter de... Moi, je suis partisan de dire ce débat, ça suffit, on arrête avec ça. Parce que le problème, c'est que si on a eu à faire une introspection d'une région, j'en ai parlé avec les enquêteurs, avec Patrick Ferry de la SOVEPS et tout, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez fait... Parce que si cette région est investie et à basse altitude, et comme vous vous rappelez, les comportements des triangles de la vague belge, ils étaient très bas, et on a l'impression qu'ils cherchent quelque chose, il y a peut-être une espèce de logique, ça a commencé là, puis là, etc. Une espèce de plan d'investigation un petit peu. Ils m'ont dit là, on n'a pas eu le temps de le faire. Bon. Mais il apparaît malgré tout dans les livres de la SOVEPS. Ils m'ont dit à un moment donné, à partir du 1er décembre, ils étaient sur Liège, et puis à partir de là, on voit bien qu'il y a... Toute la région n'est pas investie de la même manière. Alors, ça c'est un premier point, et je pense que là, alors quand je me suis aperçu effectivement que le lien qui existait très clairement entre triangle à basse altitude en recherche sur une région anciennement dédiée, la plus importante d'Europe, sur le fer, là je me dis oui c'est bon, il y a quelque chose qui se passe avec cette matière première, avec cet élément. Après on pourra réfléchir à savoir qu'est-ce que c'est que cet élément, qui est-il? Est-ce qu'on a tort de le considérer, nous, comme un élément très banal, alors que pas du tout. Il n'est pas du tout banal. Pas du tout. Il l'est pour nous, mais pas pour d'autres. Et je vais passer, me poser une question. Alors là, cette fois-ci, c'est pas sur la forme de l'engin. Alors je vous donne les... J'ai oublié de vous préciser ça. Je vous donne les éléments les uns derrière les autres comme ils me sont apparus moi. D'accord? C'est vous dire pourquoi je suis passé de l'un à l'autre. De manière que vous aussi, vous suiviez un peu ce mouvement. J'aurais pu vous dire, voilà, il y a les vagues d'OVNI, il y a les cas individuels, il y a ci, il y a ça. Moi, je pense que le plus intéressant pour vous, c'était de suivre mon cheminement de pensée de l'époque et de dire, là, effectivement, c'est un élément important. Alors, au niveau du nombre de signalements, sur la vague belge, on est à 3000 signalements. Alors, si on compare toutes les théories qui existent actuellement, il y en a d'autres, je ne conteste pas ce qui a fait qu'on a les sites nucléaires, les installations militaires et tout, ok, je suis d'accord. Mais au niveau des signalements, déjà là, moi, il y a 3000 cas sur la vague belge. Et je vais passer à autre chose par le comportement des engins. Et je vais tomber sur autre chose, c'est la vague de l'Hudson River. Alors, la vague de l'Hudson River, c'est pas la taille, comment dire, ce sont les triangles, c'est le comportement. À l'époque, j'écoute, je regarde je remonte toutes les infos, et j'apprends qu'en 85-87, cette région-là a été survolée par un boomerang, c'est ce qu'on entend, et de manière qui se rapprocherait des engins de la vague belge. C'est-à-dire, on est toujours à basse altitude, on vole lentement, comme si on cherchait quelque chose. C'est un petit peu ce qui va ressortir sur sur tous ces sujets-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Et on trouve d'ailleurs dans le livre sur la vague belge que j'avais ici, un petit extrait qui nous dit la chose suivante, c'est très intéressant, parce qu'il nous explique, je vais vous faire une petite lecture, j'en vais en faire 2 ou 3, vous allez voir, c'est rigolo. Ils nous disent que des objets quasiment identiques à ceux décrits chez nous ont été observés en divers endroits de la surface terrestre. Donc eux, déjà, la vague belge, on dit, ah mais ça a déjà existé ailleurs, cette manière de faire. Et ils nous disent, la plus connue de ces précédentes vagues est sans aucun doute celle de la vague de l'Hudson River. Ah,
Là, on a un élément qui tombe en disant, d'ailleurs j'en avais parlé, j'ai dit, vous savez que cette vague belge, elle n'est peut-être pas isolée, et puis elle fait partie de, peut-être, d'un schéma bien plus ample. Alors, la vague de Hudson River, c'est l'une des plus grandes vagues d'OVNI, puisque celle-là, on a 3000 cas sur la vague belge, on en a 7000 sur la vague de Hudson River, qui va avoir lieu quelques années auparavant, entre 82 et 85, sur cette petite région qui est, vous allez voir, qui est la taille de 2 ou 3 départements français, hein, c'est 6 comtés américains. Et donc, bien sûr, je vais faire quoi? Comme d'habitude, je vais me concentrer sur les cartes, savoir ce qui se passe à cet endroit-là. Donc là, ici, vous avez les 6 comtés qui ont été concernés par la vague de Hudson, les 3 comtés sur l'État de New York et 3 sur le Connecticut. Et quand on compare avec, encore une fois, la carte des gisements de fer de la région, et disons que si vous tapez où se trouve l'exploitation, les gisements de fer du nord de l'Amérique, vous allez tomber sur une carte identique, et c'est surtout là, c'est une région qu'on appelle Adirondack Mountains, et ici Island d'Hudson. Vous voyez, ça va se passer ici, toute l'affaire. Et ici, au milieu, on a la Taconic Mountain, qui sont des minerais très riches, évidemment, en magnétite. Et en plus de ça, vous avez une richesse ici, c'est du calcaire, qui sert de fondant. Donc, dans toute cette région-là, on a comment dire, une corrélation entre, encore une fois, un comportement d'engin à basse altitude et une région. Alors là, mais ce qu'il y a de mieux avec la vague Hudson, c'est qu'on va avoir une info supplémentaire. On va avoir 2 infos qui vont être tirées des enquêtes faites par les ufologues de l'époque, puisqu'on va retrouver le docteur Allen Hynek, le livre de la vague Hudson, Philippe Imbrogno et Bob Pratt. Tous les 3 vont se pencher sur cette... Et l'un d'eux va faire une étude complémentaire, donc j'ai marqué ici. C'est Philippe Imbrogno. Alors il va faire quoi? Alors dans tous dans les 7000 cas d'observation, c'est extrêmement intéressant, et là c'est une des preuves, il y en a une autre qui va arriver derrière, que les engins s'intéressent bien au fer. Hein, c'est la preuve. L'une des preuves. Vous avez là, il va se rendre compte d'une chose, autour de l'Hudson River, il y a des réservoirs d'eau qui alimentent New York en eau potable, d'accord? Et vous avez 2 types de réservoirs. Vous avez les réservoirs naturels, donc, qui sont liés au passé glaciaire de la région, c'est-à-dire que les glaciers sont passés, ont creusé des poches en fait, sur le basalte, qui sont remplies d'eau. Et donc, on a commencé à pomper cette eau-là pour alimenter New York. Et puis, comme il n'y en avait pas suffisamment, on en a creusé d'autres. On a dynamité la couche de basalte. Et Imbrogno va se rendre compte d'une chose un peu extraordinaire. Il se dit mais que tous les engins... Alors, il va noter qu'il y a 512 cas au-dessus des réservoirs. Et il va s'apercevoir d'une chose, c'est que tous les cas ont lieu au-dessus des réservoirs artificiels. Aucun, pratiquement, au-dessus des réservoirs naturels. Et ce qu'il va faire, il va mesurer, vous voyez, ça c'est le texte, il va mesurer le magnétisme des réservoirs artificiels en notant qu'il est supérieur aux réservoirs naturels et en constatant, évidemment, qu'en dynamitant la couche de basalte, on a fait affleurer en dessous le minerai de fer. Alors lui, il le dit, c'est à cause du minerai de fer. Il ne dit pas que toute cette histoire est liée à ça. Il dit, alors il va nous parler de portes temporelles, je ne sais quoi. Ça, c'est le premier élément. Alors, qu'est-ce que font ces engins au-dessus de ces réservoirs artificiels? C'est intéressant, parce que là, on a des témoignages. Et je vais vous en lire un petit passage pour vous dire, alors on va essayer de comprendre ce que font ces engins. Et donc là, c'est un témoin qui est là, qui va regarder ce qui se passe.
Alors l'objet se trouvait à une 60aine de mètres de Cook. Cook c'est le témoin. Et ce dernier n'entendait aucun bruit. Bon, ça on le sait, il n'y a pas de bruit. Puis 9 lumières se sont allumées sur les bords du triangle. Elles ressemblaient aux LED rouges des écrans digitaux. Quelque chose est alors sorti du dessous de l'objet. Un faisceau lumineux rouge ou quelque chose de solide qui avait une luminosité rouge. Je ne sais vraiment pas ce que c'était, mais on aurait dit que ça sondait l'eau. Ça sondait l'eau. Pendant que Cook regardait l'objet, l'objet s'est déplacé jusqu'à 4 emplacements au-dessus du réservoir d'eau. Et chaque fois qu'il s'est arrêté, sa sonde rouge a interagi avec l'eau. L'objet, à chaque occasion, a gardé une altitude constante d'environ 5 mètres au-dessus de l'eau. Cook ajouta que l'objet avait projeté un écran jusqu'à l'eau à plusieurs reprises. Alors, est-ce que ce ne serait pas un sondage du fond? Moi, je pense que oui, effectivement. C'est une recherche, c'est une des preuves. Il y en a encore une qui va arriver par la suite. Un autre élément va arriver. Ça, c'est l'explication des réservoirs artificiels. Et là, on va reprendre le livre de Neil sur Hudson River, et on va apprendre quelque chose d'un petit peu, alors là, c'est un petit peu, qui va mettre en scène, c'est un petit peu ennuyeux, je suis un peu ennuyé avec ce volet-là, parce qu'il y a des infos contradictoires. Dans cette enquête des trois grands enquêteurs, dont Allen Hynek, qui est un peu le père fondateur de toute l'ufologie mondiale, on va retrouver à page 166 un chapitre qui s'appelle « Mystère sur mystère ». Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Eh bien, on va avoir la confirmation qu'effectivement, sur ces régions-là, il y a des mines de fer, et des anciennes mines de fer. Mais le problème qui va être révélé là, c'est qu'il semblerait qu'il y a une espèce de trafic avec des véhicules gouvernementaux. Ah, alors ça, je vais vous le lire, un petit passage. Donc, on est sur on est sur la région où va se dérouler la vague de River, et on peut lire page 166. En consultant ces témoignages, nous avons découvert que le gouvernement fédéral détient de nombreux terrains dans les environs de Brewster, Camel et Patterson dans l'État de New York. Plusieurs d'entre eux ont été utilisés par la NSA. Des témoins affirmèrent qu'ils pensaient qu'un programme expérimental était en cours sur certaines de ces propriétés gouvernementales, en laissant entendre que cela pouvait avoir un lien avec l'intérêt de l'OVNI pour cette région. Nous avons également appris que le sol aux environs de Brewster et de Carmel contenait beaucoup de minerais de fer. C'est pas moi qui le découvre, je le dis. Hein. D'accord. Et qu'on y trouvait quantité de mines souterraines qui avaient été abandonnées depuis des années. Effectivement, on est sur les anciens sites toujours, hein, donc ça a été abandonné. Aujourd'hui, on fond le fer au fourneau, on extrait sur des carrières plutôt à ciel ouvert, enfin, on cherche à faire de la masse. De nombreuses mines ont leur entrée située sur des territoires appartenant au gouvernement. Les habitants de Carmel et Brewster font état de curieuses sustentations, pannes, etc., d'électricité. Donc ça, c'est lié à la présence d'OVNI, hein, toujours pareil. Il y a des OVNI. À plus d'une reprise, et c'est là que ça devient absolument étrange, les habitants ont vu des camions et d'autres véhicules gouvernementaux pénétrer sur les routes secondaires isolées qui conduisent aux mines, mais les ont rarement vus en sortir. Voilà. Ça, c'est tout à fait étrange. Alors, est-ce que, je ne sais pas, je ne suis pas de la famille des conspirationnistes, hein, je ne suis pas de ceux vraiment. Et effectivement, la question se pose, est-ce que le fer n'a pas été une monnaie d'échange? Est-ce qu'il n'y a pas des relations qui ont été peut-être cachées? Je ne sais pas. En tout cas, qui sont ces véhicules gouvernement qui rentrent dans les mines, qui n'en sortent pas? On ne sait pas. Aucune idée. Parce que ce qui est contredit, parce qu'on a parfois des témoignages sur les lacs, sur les réservoirs. Quand les ovnis passent, on a des hélicoptères de la NSA, très certainement noirs, qui survolent ces régions. Ils ne sont pas là d'avoir compris ce qui se passait. Alors, je ne sais pas. C'est tout à fait étrange. Alors, on va arriver, là, on va donc ces deux vagues de nuit sont un petit peu l'épine dorsale du sujet. Hein. Là, on va passer un petit clin d'œil. Je me suis intéressé comme ça, j'ai fait mon petit tour du monde, et puis je me suis aperçu qu'il y a des endroits où on parlait beaucoup d'OVNI. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle à ces endroits de beaucoup d'OVNI?
Et c'est le cas de Bonny Bridge. Et vous voyez un titre d'un magazine où on dit l'Écosse, destination favorite des ovnis. Voilà, c'est très étrangement. Et quand on regarde la carte, voilà Bonny Bridge. Ici, là, c'est dans cet endroit. Et quand on tape sur les moteurs de recherche où se situe l'exploitation de fer, alors à la fois l'exploitation et les richesses du minerai, et ben on est là, on est sur Glasgow, on est tout à fait sur la même région. Alors pour quelle raison? Il y aurait beaucoup d'ovnis ici, il y a toute cette Écosse. Enfin, c'est un lien, ça correspond pile poil à la présence de ces gens-là. Ces ovnis triangulaires, Ouais. il n'y avait pas du programme spatial secret. Alors, on m'a déjà posé la question, on m'a dit oui, mais ce ne serait pas de la rétro-ingénierie, je ne sais quoi, etc. Alors, si vous voulez, moi, je vous dirais qu'une seule chose, c'est que si vraiment c'est une matière première qui est recherchée, qui n'était pas ce qu'on imaginait nous, parce que nous l'avons en abondance, et nous l'avons traité comme un élément très banal sur notre planète. Si vraiment c'est ça qui est à l'origine d'une partie assez importante du sujet OVNI, ça démontre l'hypothèse extraterrestre. Parce que je ne vois pas qui viendrait, quel terrien viendrait dans les engins chercher du minerai. C'est absurde. Oui. L'une des conséquences de la théorie, c'est qu'elle va valider l'hypothèse extraterrestre. On l'a vu. La collision entre les extraterrestres. Alors, il semblerait que dans les tubes, effectivement, il y a quelque chose il semblerait que quelque chose se passe, effectivement. Possible que c'est une monnaie d'échange, qu'ils venaient chercher ça sur notre planète, que nous on s'est peut-être pas rendu compte, qu'on l'a pas vu. Peut-être que les Américains en ont tiré profit, je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là, mais effectivement c'est troublant quand on entend l'histoire de véhicules gouvernementaux qui rentrent dans les anciennes mines de fer et puis qui n'en sortent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est très curieux ça. Alors là maintenant on va parler de cas de méprise, parce que c'est important, parce que je me suis aperçu qu'il y a des moments où on avait pris des cas pour... Là c'est un cas qui est arrivé en 88 sur le lac Carrier, et il y avait une centrale nucléaire à côté. Alors c'est un engin qui va pénétrer sur le lac Carrier, c'est une région importante aussi de tout ce sujet-là. Et l'engin va traverser la glace, le lac est glacé, c'est l'hiver à ce moment-là. Et il y a une centrale nucléaire à côté, on va dire, il vient espionner la centrale nucléaire. Alors, les histoires d'espionnage où on vient à 5 mètres du sol, j'y crois pas une minute. Ça vraiment non. On a aussi, nous, un historique d'espionnage sur notre planète, avec tous les Américains ont espionné les Russes, enfin, les U-2 volaient dans la stratosphère. Imaginez un espion qui vient à 5 mètres du sol, tout près, c'est pas l'espionnage. Ça ne peut pas s'expliquer par ça. Ce ne sont pas des explications valables. Je ne pense pas. Ça n'engage que moi, je ne pense pas. Donc tout ce qui est engin très bas et là, pour espionner, ça ne tient pas la route. Donc là, je me dis, là, ça m'étonne, cette histoire-là. Et on s'aperçoit de quoi? Donc évidemment, on est encore une fois sur la même région que tout à l'heure. C'est une grosse région intéressante. La Carrier, le voilà, le voici. Et on a tout un trafic. Alors, au début, on était sur les ressources de fer au-dessus de New York, qui est là. Et maintenant, on est sur le Michigan, on est à gauche. Il y a un vrai trafic. On transporte le minerai de fer par barge sur le lac, avec des engins, voilà, les engins typiques qui ont été construits spécifiquement pour transporter le minerai. Et il se trouve que sur ces grands lacs, il y a beaucoup de tempêtes aussi. Et il y a beaucoup de minerai de fer qui a coulé au fond de l'eau. Alors il est possible, attention, autant j'ai des certitudes totales sur les deux grandes vagues d'OVNI qui ont fait plus de 10 000 observations à basse altitude sur ces régions-là, il est possible que là on puisse attribuer, mais ça je n'ai pas les certitudes. Il y a dans le dossier, il y a des certitudes, il y a des choses qui sont moins certaines. Et je tiens à être honnête, mais je me dis, il est possible que ce ne soit pas encore une fois une histoire d'espionnage de centrale nucléaire. D'ailleurs, je ne vois même vraiment pas pourquoi on vient nous espionner sur la nucléaire. Non, peut-être qu'on va capter et rechercher du fer sous-marin, et on verra qu'il y a peut-être d'autres pistes à ce sujet-là. Ça, c'était un cas. Alors, et là, on va tomber, alors là, c'est mon petit... Attends, je vais voir un peu. Alors là, on va tomber sur un état, on va tomber sur le Roswell anglais. Le cas de la forêt de Rendlesham. Pourquoi je vais l'attribuer à la piste du fer?
Eh bien parce que simplement, le principal intéressé va parler de fer. Colonel Hart va à un moment donné parler de fer. Rappelez-vous, et je vais vous donner un petit extrait où il en parle. Alors, est-ce que c'est une interprétation ou est-ce que... Voilà. Alors, dans les années 80, donc... Alors ça, c'est un cas passionnant. Pourquoi? Parce qu'il va donner une espèce de couleur, de connotation au dossier, qui est un peu plus tendu que ce qu'on avait auparavant. Auparavant, on avait des survols, on s'est bien douté qu'il se passait quelque chose, mais là, on va avoir, pas une opération militaire, mais moi je l'ai interprété comme une opération militaire. On a fait une vidéo avec José Bouillon. Si vous voyez, il y a deux vidéos qui circulent actuellement sur le sujet de la piste du fer. C'est l'affaire de Rennelsheim et la vague de Ocean River. On prépare d'autres. On va décortiquer un peu tous les éléments. Alors pourquoi je dis ça? Et pourquoi j'en viens là? Et bien parce que, vous connaissez peut-être tous à peu près ce fameux cas. Il va se dérouler en deux parties. Première partie, on trouve un engin autour de la base américaine. Alors, curieusement, ça met en scène aussi les Américains. À un moment, j'avais fait un espèce de lien, et également la Wallonie, parce que la Wallonie, c'est l'OTAN. Hein, c'est encore une fois les Américains. Il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas. Alors, pourquoi je vais parler de ça? Eh bien, le colonel Hart, donc, lui, alors déjà, tout va démarrer au moment du réveillon. C'est-à-dire que je vais utiliser les déclarations du colonel Hart qu'il a fait au National Press Club en 2010. Hein. C'était le sujet de la conférence, c'était militaire américain et OVNI. Et il va dire quoi? Il va raconter lui, c'était la soirée de réveillon, j'étais en train d'avironner, et dans la deuxième partie, en première partie, un engin est découvert autour de la base américaine dans une forêt. Vous voyez, encore une fois, on va faire citer la côte avec une forêt, on a déjà entendu parler de forêt. Première partie va rien se passer, et puis au moment du réveillon, ils vont revenir. Et là, le colonel Hart va se rendre sur place avec son dictaphone, etc. Donc, je ne vous dirai pas comment on peut tout interpréter d'une autre manière. Hein. Et qu'est-ce qu'il va dire? Et bien voilà, il va dire ça. Ça, c'est ses propos à lui. Hein. C'est pas moi. C'est une des personnes avec moi aperçu un objet à travers la forêt. La meilleure représentation, et c'est là où il parle de fer, que je peux en faire était qu'il ressemblait à un œil avec du rouge vif et un centre sombre. Il a semblé qu'il y ait, comme s'il y ait l'œil, il en coulait quelque chose comme du métal fondu qui en tombait par gouttes. Ah. Alors là, mystère et boule de gomme, vous me direz, parce que il y en a certains qui ont dit mais ça c'est un ovni. Ben non, si c'était pas un ovni. Alors une des infos aussi qu'on peut avoir sur ce sujet-là, c'est que parfois ce ne sont pas des ovnis, ce sont des matières qui remontent, hein, des matières captées, dont le fer. Voilà une des représentations qu'on trouve sur internet de cette histoire de métal fondu. Cette espèce d'œil comme ça, ils ne savent pas ce que c'est, l'œil ici. Alors on peut se poser la question de savoir si on est sur une zone d'extraction ancienne. Alors, on n'est pas exactement dessus, hein, je vais être honnête avec vous. Ça, c'est une carte d'exploitation des richesses minières de l'époque romaine. On s'aperçoit que là, on a ici, là et là. Et ici, ça se passe ici, hein, à Rennelsheim. J'ai retrouvé quand même des traces d'anciens bas-fourneaux dans le Suffolk. Hein. Ça existait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette opération, de ce qui s'est passé en 80 dans le Suffolk de Rennelsheim? Alors, première chose, on dit le 25 décembre, ou le 24 ou le 26, c'est au moment de la fête. Alors, comment on peut interpréter une opération qui se déroule alors que les intéressés eux-mêmes sont en train de révisionner? Moi, je dirais que c'est pas un hasard. Alors, on peut tout analyser en disant que tout est hasard ou tout porte sens. Ce sont deux extrêmes, mais on peut essayer quand même de se dire, si je vais dans une forêt pour récupérer quelque chose, est-ce que j'ai pas intérêt à le faire alors que ceux qui vont pouvoir venir me gêner sont en train de réveillonner? Hein. Et il le dit lui-même, je me suis levé, j'avais vraiment pas envie de faire ça, j'avais pas envie d'aller voir cette histoire d'OVNI dans la forêt. Il le dit lui-même, hein. Il le fait parce que c'est un militaire, premièrement.
Deuxièmement, qu'est-ce qu'il va dire dans toutes ces déclarations qu'il a fait au National Press Club? Il va dire que toutes les communications étaient brouillées. Alors ça aussi, est-ce que c'est un hasard? Vous avez 3 circuits de communication, aucun ne fonctionne. Moi je ne dis pas que c'est un hasard, je dis que c'est un montage, une opération. On choisit la date, on brouille les coms, ensuite il dit j'approche, là ils vont approcher de cette espèce de truc là, ils vont recevoir un rayon laser au pied. Et là il dit, il cherchait à communiquer, non, c'est pas une communication, c'est que si je te dis n'approche pas. Hein? Pourquoi? Pour ta sécurité certainement, et c'est pas ton sujet. T'as pas, voilà. Et quatrièmement, qu'est-ce qu'il va dire? Il va remarquer qu'au nord, au sud, il y a un engin, c'est une déclaration intégrale, qui va voler au nord, un autre qui va voler au sud, et ben moi j'appelle ça un appui aérien. Donc on est en phase d'une opération montée, toute type militaire. Et le sujet n'est pas celui qu'on veut bien penser, c'est pas un petit sujet. Si on est capable de mettre autant de moyens pour une récupération, c'est que, voilà. Alors, un petit clin d'œil sur... ça, ce sont les hiéroglyphes qui ont été trouvés, qui ont été décrits sur le premier engin dans l'affaire d'Anachan. Et juste un clin d'œil, parce qu'ils ont été interprétés par un Américain. Et là, ici, il nous met quoi? Alors lui, voilà les symboles, personne n'a su les interpréter, sauf que lui, il a fait une interprétation simplement sur la symbolique, sur l'expression des dessins. Et là, il va dire peut-être un symbole, là, le central, relatif à dans ou en dessous, to in ou down, d'accord? Piercing, insertion, un mouvement, quelque chose de similaire. C'est très étrange. Lui, de lui-même, simplement en regardant les figures, il dit tiens, ça se fait un lien avec une opération souterraine voilà, qui pourrait être rapprochée de ça. Alors on va aussi, donc ça ce sont des cas individuels intéressants. Le cas Marius Deville que tout le monde connaît, 54, cas français, cas intéressant parce que très médiatisé. Alors qu'est-ce qui me fait penser à ça? Ça c'est un cas, autant Daniel Cham, on est pas mal. Là, d'abord, premièrement, Caroub, c'est évidemment dans les sites de sidérurgie, d'accord? Ça se passe dans le nord-est de la France. Lui-même, Marius Deville est un ouvrier sidérurgiste. Alors là, ça fait des éléments comme ça qui se mettent. Alors, c'est pas suffisant, bien entendu, hein, pour dire quoi que ce soit, pour dire que ça aussi, c'est une histoire de fer. Mais il va se trouver une chose suivante, c'est que l'engin est posé sur les rails. Ce qu'il fait là, on ne sait pas. Marius Deville va surprendre les 2 êtres qui viennent d'où? Ils viennent de la Wallonie, les 2 êtres. Sur le chemin de contrebande, qui va directement. Et on va se rendre compte d'une chose, l'engin va décoller, donc tout le monde va. Bon, ça va pas être très au sérieux ce cas-là. Seulement, il va se passer une chose, c'est que le lendemain, le train qui va passer, toute la voie va s'effondrer à l'endroit où était posé l'engin. Le ballast, la consistance du ballast a changé. D'accord? Et le ballast, c'est toute la pierre qui soutient les rails. D'accord? Et dans ce ballast, on trouve des laitiers de fonderie. On est dans le nord de la France. Alors on va me dire, ouais, peut-être, moi aussi je suis un petit peu comme ça, sauf que voilà. Et ça, c'est très étrange. C'est une histoire un peu rocambolesque après entre Marius Deville et des extraterrestres. C'est vrai de ne pas quoi dire trop là-dessus, c'est un petit peu. Je n'avance pas trop sur ces sujets-là. Mais ce que je peux dire une chose, c'est que ça, c'est des photos qui ont été remises par Marius Deville à un journaliste, d'objets qui auraient été remis par ces fameux extraterrestres en lui parlant de résidus. Et ça, c'est du nickel. D'accord? Et quand on sait que le centre de la Terre, c'est du fer et nickel, si on donne du nickel en disant on donne des résidus, c'est que peut-être c'était le fer qu'on était venu chercher. Alors voilà, c'est un peu. Alors maintenant, on va arriver un peu étrangement à Nazca, dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi je parle de Nazca et de Takama? Et là, on va tomber dans la rubrique des anciennes traces. Est-ce qu'il y a des anciennes traces d'extraction de fer sur la planète? Bah oui, bah c'est sur celle-là. Alors ça, c'est absolument étonnant. Comment j'en suis venu à ça? On trouve... ça, ce sont les figures. Alors, juste une chose, hein. Il y a 2 types de figures. Vous avez les grandes lignes droites,
qui n'ont pas vraiment de signification, sauf des histoires de calendrier. Et puis des figures que moi j'appellerais des figures totémiques. Hein. On a l'araignée, etc. Donc je vais vous expliquer, à mon sens, moi, l'interprétation que j'en fais. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur Wikipédia quand on parle des jeux de Nazca? On nous dit quoi? Communément l'hymne de Nazca, grande figure tracée sur le sol, souvent annoncée parfois. Le sol sur lequel se dessinent ces géoglyphes est couvert de cailloux que l'oxyde de fer colore en rouge. Alors ça veut dire quoi? D'accord? En ôtant l'oxyde de fer, les cailloux rouges, les Nazca ont fait apparaître un sol gypse grisâtre, découpant ainsi les contours des figures qu'ils traçaient sur ce sol. Ça veut dire que la pierre est rouge, en l'enlevant, vous voyez, là on voit, ça c'est l'oxyde de fer. D'accord? En fait, l'oxyde de fer a disparu. Voilà, sur les grandes lignes droites. D'accord? Alors vous allez me dire, peut-être les Nazcaïens utilisaient le fer, pas du tout, ils n'utilisaient pas. On a fait des fouilles récentes sur le site. Les Nazcaïens n'utilisaient pas le fer, ni en tant que colorant, parce que l'utilisation du fer au début de l'humanité, c'était un colorant rouge blanc, ça va. Ils n'utilisaient pas le colorant, et sinon encore moins la sidérurgie qui demande, enfin la métallurgie primitive qui demande de très hautes compétences. Hein. Pas du tout. Et, c'est pas tout, en recherchant sur la toile, sur le net, je tombe sur un petit blog d'un type qui lui s'est rendu sur place. D'accord? Il a constaté quoi? Voilà, parce qu'il dit. Mes investigations m'ont permis de découvrir que lorsque je faisais frôler un aimant au-dessus du sol dans un mouvement rectiligne, au-dessus de l'aimant, l'aimant se couvrait et retenait une quantité considérable de poudre de fer en tout et tout. À ma grande surprise, en plus des pierres contenant du fer, de la poudre de fer insolubile se trouvait dans les aliments du sol. Il était sur place, il a tout un petit blog super intéressant. Il a parlé avec les descendants des Indiens Nazca, qui lui ont expliqué qu'effectivement, les soucoupes passaient au-dessus des lignes pour récupérer le fer. Et là, on voit une autre image, parce qu'en fait, il y a deux sites. Hein. Il y a Nazca au Pérou, il y a Atacama au Chili, hein, qui sont exactement dans les mêmes on retrouve les mêmes disparitions de fer. Et là, on voit, ça c'est Atacama. Et là, on voit bien, en fait, que ça ressemble plus à un curtage qu'à un tracé de ligne d'une signification qui nous échappe. Vous voyez, ça c'est très clair, je vais dire. Voilà. Alors, on va maintenant se pencher sur, une fois qu'on a vu un petit peu le déroulé de tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas, puisque ça ce sont des anciennes traces, donc des anciennes récupérations, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des récupérations actuelles? Ça qu'on ne serait pas passé d'une introspection de certaines régions, avec un peu d'intensité, quelques clashs individuels, est-ce qu'on ne serait pas en train de récupérer du fer aujourd'hui sous notre nez, hein, sans notre autorisation, bien entendu. De toute façon, on ne pourrait rien y faire. Et on va parler des haleines. Ah, voilà. Et pourquoi je parle des haleines? Parce que, tout simplement, vous connaissez les lumières des haleines, qui ont été passées au spectrographe par les Italiens, et ce sont des masses de fer. Et la région, d'ailleurs, des haleines est une ancienne région, alors ça c'est intéressant aussi, d'exploitation du cuivre. Alors, quelle est la particularité des régions où on exploitait le cuivre? Eh bien, le minerai contenant du cuivre contient très peu de cuivre, en fait. C'est entre 5 et 10%. Vous avez... Et le reste du minerai, c'est en gros 50% fer, les plus courants. 50% fer, 50% soufre. Et qu'est-ce qu'on fait du fer? On l'entasse sur place, comme on fait avec les anciens sites. Et donc, il y a des normes. Alors, c'est pour cette raison que sur les haleines, on a une espèce de théorie d'une pile naturelle, parce qu'il y a rien d'un côté du cuivre, de l'autre côté du fer, mais pas du tout. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des masses de fer qui se déplacent, qui sont dirigées, on a l'impression, les témoins parlent bien sûr aussi d'une présence devenue importante, précédant tous ces événements-là. À chaque fois on a ça, on a une espèce de grosse vague d'un coup sur un coin, puis peut-être une exploitation. On tire le fer de notre planète, on parle aussi de rayons laser, etc. Il est possible que les haleines soient liées à ça. Et puis il y a un autre cas actuel intéressant, c'est les volcans mexicains. Qu'est-ce qui se passe dans la gueule de ces volcans en fusion? Pourquoi est-ce qu'on a des engins qui pénètrent dans la gueule des volcans?
Pareil aussi, là, on est tout près de Mexico, c'est le volcan Popocatépetl. Et Mexico qui a fait l'objet d'une grosse vague d'OVNI aussi, hein, à un moment donné. À basse altitude aussi, hein, pareil. Pour, on peut voir, là aussi, on peut se poser des questions. Voilà donc le déroulé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait pouvoir dire? Le constat, la certitude sur les deux grandes vagues d'OVNI, puisqu'il va se reposer sur environ 10 000 signalements, dont cette histoire de réservoir artificiel, dont aussi les informations qu'il y a dans l'enquête elle-même sur les anciennes mines de fer. Des régions plus importantes, alors je n'ai pas donné toutes les régions parce que j'ai illustré quelques régions, mais je suis tombé aussi sur d'autres cas intéressants. Des cas individuels énigmatiques, comme celui d'Alain Delcham, qui va montrer qu'on est peut-être sur un scénario beaucoup plus tendu. Des traces d'ancienne récupération, effectivement, que moi, je ne suis pas le seul à avoir découvert ça va. Et des nouvelles pistes qui s'ouvrent, effectivement, parce que là aussi, je suis aujourd'hui en train de me pencher sur ce cas-là. Alors vous allez me dire, avec son fer, voilà. Pour quelle raison? Eh bien, simplement vous avez sur la planète des triangles un peu étranges, hein, donc comme des Bermudes, triangles aussi dans la mer du triangle du diable, comme dans le sud du Japon, hein, en pleine mer. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la caractéristique de ces triangles-là? Ce sont les perturbations magnétiques. D'accord? Et là, moi, j'ai des preuves, on est venu me dire un jour, étrangement, un jour, c'était dans les années 85-86, je rencontre un ancien pilote de l'aviation américaine qui volait sur Catalina au-dessus de Triangle des Bermudes et qui me raconte que ce jour-là, tous ces instruments se sont déréglés. Le dérèglement des compas, il est lié peut-être à la présence de fer sous-marin. Et ce qui va dire aussi qu'on a une activité d'OVNI à ces endroits-là, et plus précisément d'OVNI sous-marin, de DOSNI. Et pour preuve, simplement de cette nouvelle piste qui va s'ouvrir encore une fois sur le fer, c'est qu'en France, on avait une mine de fer sous la mer, qui s'appelle Dielette en Normandie. C'est très curieux. Et on exploitait le fer sous la mer, en partant de la plage. Par exemple, ça posait de multiples problèmes, il fallait pomper l'eau à chaque marée, etc. Et on donne pour consigne aux navigateurs qui passent juste au-dessus de la mine de ne pas se fier à leur compas qui se dérègle. Il y a peut-être un lien, donc là je suis encore en train de regarder ça de plus près, il y a peut-être un lien qui expliquerait aussi la présence d'OVNI. La disparition, alors c'est un petit peu aussi un autre volet, disparition inquiétante de quoi? De bateaux, d'avions, de masses de fer. Peut-être, possible, hein, Alors pour terminer, expliquer pourquoi le fer, effectivement, il y a trois hypothèses, enfin j'en ai retenu trois, il y a peut-être d'autres. Pourquoi des civilisations extraterrestres vont aller chercher cet élément sur notre planète, qui en est abondamment pourvu. Hein. Alors encore une fois, ce que je dis toujours, on ne vole que les riches, on ne vole pas les pauvres. Il était évident que si on voulait chercher une matière première, ça serait une matière dont on a en abondance. Hein. Si vous voulez chercher des euros, vous allez casser un transport de fonds, vous allez voler dans une banque, vous n'allez pas chercher des euros dans la poche d'un SDF. Toutes ces histoires d'or, de théories sur l'or et tout, elles sont assez ridicules, parce qu'on ne peut pas nous voler ce qu'on a en toute petite quantité, une quantité tellement infime. Forcément, on va nous voler quelque chose qu'on a en abondance. Donc, il est possible que ce soit un élément manquant. C'est-à-dire que les civilisations, et ça, il y a des études, même aujourd'hui, j'en ai retrouvé plusieurs, qui commencent même ici sur notre planète, on commence à se dire, et le fer, on va aller chercher où, etc. Il est possible que ce soit un élément manquant, que ces civilisations manquent de cet élément-là, qui est indispensable pour la vie, etc. Alors, il est possible aussi que ce soit utilisé comme une énergie, parce que rappelons-nous que la naissance du fer, le fer apparaît juste avant l'explosion finale de grandes d'étoiles massives, et que, à l'inverse des autres éléments, le fer lui concentre l'énergie de l'étoile. Et en la concentrant, il doit peut-être la recueillir. Il est possible qu'un jour, on ait un concentré d'énergie absolument extraordinaire, on ne sait pas. Et puis, troisième hypothèse un peu moins drôle, construction dans notre système de base. Alors, je prendrai le parallèle avec Star Wars. Vous avez tous vu Star Wars. Dans un nombre d'épisodes importants, on court après quoi? On court après des plans.
plan de l'étoile, de la mort, etc. Oui, effectivement. Et on construit, mais on ne raconte pas où on va chercher les matières pour construire. Il est très probable que, imaginons que nos systèmes soient déjà colonisés par des présences étrangères, extraterrestres, les matières premières seraient recueillies sur place. On ne peut pas venir d'une étoile lointaine, on va venir avec ses plans, effectivement, on va venir avec ses process et des engins peut-être spécialisés. Il est possible que les triangles soient spécialisés à cet usage-là exclusivement. Il est possible que ça veut dire qu'effectivement, notre système est déjà colonisé. Et que peut-être ces colonisateurs sont là bien avant nous. Ils sont peut-être là, ils étaient là avant nous. C'est même possible. Alors, l'impact de la théorie, c'est quoi? C'est que c'est effectivement la validation de l'hypothèse extraterrestre. Qui d'autre que des civilisations extérieures viendrait chercher cet élément ici? Pas possible. Validation aussi de tous les cas évoqués, parce qu'on leur retrouve quelque chose qui va tous les relier. Enfin, il y en a d'autres, je ne sais pas parler de tous les cas là, mais il y en a une partie. Et troisièmement, c'est vrai que nous ne sommes pas l'objet de ces visites. Toutes les théories qui nous mettaient au centre de tout, pourquoi? Parce que l'hypothèse extraterrestre a été en partie abandonnée par une partie de l'ufologie qui s'est réfugiée dans des théories, les hologrammes, un peu conspirationnistes de manipulation des consciences, ont échoué. Pourquoi? Parce qu'elles nous placent toujours au centre. C'est nous qui sommes l'objet des visites. Or, il est possible que nous ne le soyons pas. Et il y a une partie de l'ufologie qui a dit, non, c'est possible qu'ils viennent depuis des années-lumière ici, pour même pas nous rencontrer, même pas prendre contact. Mais c'est parce que nous ne sommes pas l'objet de ces visites. Voilà ce qu'il faut peut-être arriver à le comprendre. Ça nous rend du mal à ne pas être auto-centré sur tout ce qui se passe autour de nous, à toujours nous prendre pour être le centre de tout. Si on a des visites extraterrestres, c'est parce qu'on vient nous voir. Si les extraterrestres viennent, c'est pour s'occuper de nous. Je ne dis pas qu'il y a eu des cas comme ça, mais si vous voulez, ce scénario, il démontre le contraire. Voilà. Donc j'ai écrit ce livre, ce petit livre qui regroupait un peu une partie des éléments, que si vous voulez, vous pouvez trouver voilà, sur... Où ça? Sur les plateformes internet. Amazon, etc. Tu n'en as pas pu en amener. C'est un petit éditeur alternatif qui voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'était vraiment, moi je trouvais vraiment intéressant. Enfin un point de vue original. Ah oui, tout à fait. C'est toi. Bon, alors, tu as raison, mais je suis seul à parler de ça. Bon, comme ça, hein, avoir découvert ça. La manière dont je l'ai découvert, effectivement, alors moi je prends cette image-là, j'ai ramassé un petit caillou et en me relevant, j'avais une montagne en face de moi. Le petit fil de la piste du fer. Alors pourquoi, je peux juste donner une petite chose en plus dont j'avais pas parlé. Pourquoi je suis parti sur la trace de fer? Et je me suis imaginé, et on peut tous se l'imaginer, imaginons que nous ayons les véhicules terrestres, les automobiles passés, et nous avons accès qu'aux traces laissées. C'est-à-dire que des véhicules passent, débat, est-ce que les automobiles existent ou pas? On aurait les mêmes genres de débats, et on n'aurait accès qu'aux traces. Qu'est-ce qu'on trouverait dans les traces automobiles? On trouverait des traces d'hydrocarbures, brûlés, d'accord? Et on trouverait des traces de gomme, de pneumatique. Et qu'est-ce qu'on pourrait en déduire? Eh bien, c'est que c'est une perte. C'est-à-dire que si le véhicule brûle des hydrocarbures, c'est qu'il en perd, et qu'il est obligé d'en remettre dans son véhicule. Effectivement, on passe en essence. Pareil pour la gomme. J'en perds, j'étais obligé à un moment donné de reconstituer mes pneus. D'accord? Et si je peux trouver sur cette planète des endroits où on creuse, on cherche du pétrole, on le raffine, des endroits, eh bien, j'aurais peut-être la preuve qu'effectivement, ces engins existent. C'est en faisant ce parallèle-là que je suis parti sur la trace du fer, en disant, peut-être qu'ils perdent du fer, et si j'arrive à trouver, oui, qu'effectivement, il y a un lien très établi, et en fin de compte, effectivement, il l'est, puisque, si vous voulez, moi, quand je recherchais, après ma recherche, je me suis amusé à regarder des tas de cas dont on parlait à droite à gauche, et je disais, tiens, est-ce qu'il n'y a pas encore une histoire de fer? Je vais vous dire, franchement, 7 fois sur 10, je tombe dessus. Alors, je ne dis pas que ça explique tout le phénomène, mais ça y donne, évidemment, tout à coup, la vague belge, elle est expliquée, la vague de Sonotsi, dès qu'un individu sont expliqués, elle donne un peu une couleur.
oui, je pense que c'est quand même un apport assez important et original. C'est l'ufologie française qui est à l'origine de cette découverte. Voilà. Je vous invite à entamer.